Mais si c'est pas là, je suis Michèle Sirois, coordonnatrice du Rassemblement pour la laïcité. Ça devait être Rachida Azdouz qui anime, mais les contraintes de maladie ont fait qu'elle n'a pas pu se présenter. Alors, on est désolé, mais vous allez être obligé de vous contenter de moi. Alors, il y a des choses pires dans la vie quand même. Alors, ce soir, donc, nous avons un panel sur la question de la démocratie, le hold-up des printemps arabes. Et tout de suite, je vais vous dire que cette conférence a lieu dans le cadre du Festival du monde arabe. Et c'est enregistré. Donc, tout à l'heure, il va y avoir une période de questions. Alors, si vous vous présentez au micro, ça veut dire que vous avez donné de facto votre approbation, votre accord pour être non seulement filmé, mais qu'on puisse diffuser vos propos sur vidéo. Ça va être sur un site. OK? Alors, sans plus tarder, il va y avoir, après les conférencières, il va y avoir une période de questions. OK? Alors, je vais vous présenter d'abord nos deux conférencières. Sans préjugés, même si ce sont des amis, je peux dire que je considère que ce sont deux femmes d'exception. Alors, je vais vous présenter d'abord Léla Lesbeth, qui est à votre gauche, moi à ma droite. Alors, Léla Lesbeth est arrivée au Québec quelques jours après le 11 septembre. Pas fait exprès, mais... alors, donc après le 11 septembre, 2-3 jours après le 11 septembre, Léla arrive au Québec et rapidement, elle s'intègre. Elle est devenue, ce que je dirais, moi, de façon familiale, une vraie Québécoise. Au Québec, elle a tour à tour été éducatrice au regroupement des centres de la petite enfance et enseignante de français. Elle exerce présentement la fonction de technicienne en éducation spécialisée. Parce qu'elle est là, naturellement, pas naturellement, mais elle vit aussi la situation des femmes immigrantes, c'est-à-dire que son diplôme n'a pas été reconnu. Parce qu'effectivement, en Algérie, son pays natal, elle était professeure. Mais comme beaucoup trop d'immigrantes, elle a dû quitter son pays d'origine car sa sécurité et sa vie étaient menacées à la fois par la dictature et par des groupes islamistes. Aussitôt arrivée au Québec, elle a dû chercher un emploi, comme beaucoup d'immigrants, naturellement. Après avoir été éducatrice et professeure de français, elle exerce maintenant le métier de technicienne en éducation spécialisée. En Algérie et dans 3 pays du Maghreb, elle était très impliquée dans la lutte pour les droits des femmes, notamment dans le cadre des actions contre le Code de la famille. Elle se luttait en faveur d'un code de statut personnel afin d'obtenir la reconnaissance de l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que la réduction de la vulnérabilité et de la précarité des femmes. Cette participation citoyenne, elle la poursuit au Québec par des conférences, comme ce soir, sur la situation des femmes immigrantes et racisées. À cela s'ajoute son implication dans des groupes de défense des droits des femmes. Tout dernièrement, elle a été nommée au Conseil du statut de la femme. Son objectif, continuer son engagement pour la défense des droits des femmes et pour apporter des réponses à leurs attentes. À votre droite, notre deuxième conférencière, c'est Mme Nadia Fahmy Eid. Elle est d'origine égyptienne. Elle a migré au Québec en 1961 et elle considère que c'était une chance parce qu'elle est arrivée au moment de la Révolution tranquille, donc un tournant historique. Alors, pour une historienne, c'est un moment rêvé. Alors, passionnée par l'histoire de son nouveau pays, en 1975, elle termine un doctorat en histoire à l'Université de Montréal. Nadia a été professeure d'histoire dans un cégep, puis professeure à l'UQAM jusqu'à sa retraite. C'est une
justement, je vais y arriver, par le ministère, puisqu'elle est une des deux expertes pour toute la réforme du programme du secondaire en histoire. Donc, elle est très connue pour la qualité de ses analyses. Alors, c'est une spécialiste de l'histoire, des idées du Québec et de la méthodologie de l'histoire. Nadia se dit surtout fière d'avoir mis sur pied, en 1972, le premier cours d'histoire des femmes et a figuré dans le programme d'une université francophone au Québec. Au début des années 80, Nadia inaugure aussi, avec l'historienne Micheline Dumont, un nouveau champ de recherche qui portait sur l'histoire de l'éducation des filles, un domaine qui n'était pas beaucoup développé, à peu près pas au Québec. Présentement, à la demande du ministère de l'Éducation, donc Nadia a été sollicitée comme experte en même temps que le sociologue Jean Beauchemin pour réfléchir sur une réforme du programme d'histoire. Comme vous le constatez, vous le constaterez avec sa conférence, sa grande expérience va de pair avec son dynamisme et son aptitude à renouveler sa pensée. Ce sera un plaisir de pouvoir profiter de ses réflexions sur la question de la démocratie et du hold-up des révolutions arabes. Alors, je laisse tout de suite la parole à Nadia et après ce sera le tour de Léla. À toi la parole, Nadia. Bon, moi, je compte terminer assez rapidement par les révolutions arabes et je voudrais plus vous entretenir de la notion de la laïcité telle qu'elle est vue actuellement, telle qu'elle est discutée actuellement. Est-ce que vous m'entendez assez? Non. Bon. Alors, je vais juste me lancer encore un peu plus. Il faudrait pas sortir sur comme ça va? Bon. Alors, donc, je disais tout à l'heure, je termine par les révolutions arabes rapidement parce que Léla va vous en parler plus longuement, mais je vais insister un peu plus sur la notion de laïcité qui est amplement discutée, n'est-ce pas, et controversée à l'heure actuelle depuis un bon bout de temps, et aussi, surtout, à la veille de mettre en application la charte de la laïcité. Alors, il y a eu tellement de controverses et de discussions à ce sujet. Il y a eu aussi des choses intéressantes et on a dit aussi n'importe quoi à un moment donné. Et malheureusement, c'est pas toujours... ce qui était assez décevant, c'est que ce sont des historiennes qui ont des fois dit n'importe quoi au sujet de la laïcité. Alors c'est devenu comme une arme de discussion, de combat, et pas vraiment une notion à partir de laquelle on pouvait réfléchir de façon un peu plus sereine et un peu plus logique. Alors moi, je vais faire ça en plusieurs temps. D'abord, je vais essayer de voir est-ce qu'il y a un lien évident entre la laïcité de l'État, c'est-à-dire la neutralité religieuse de l'État, et l'égalité entre les hommes et les femmes. Première chose que j'ai abordée. La deuxième, est-ce que recouvre la notion de laïcité à travers les périodes récentes de l'histoire? Est-ce qu'elle a toujours eu le même contenu et la même signification? Parce que là aussi, certains auteurs ont joué là-dessus pour dénigrer la laïcité sans se donner la peine de rendre compte à leurs lecteurs et lectrices qu'on ne parlait pas de la même laïcité au 19e, au 18e, 19e et au 20e siècle, aujourd'hui au 21e. Alors il y a ça aussi comme source d'erreur ou d'incompréhension voulue ou pas. La troisième question, c'est où se situe le rôle de la démocratie dans ce rapport entre l'État laïque et l'égalité des sexes? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que signifie ce lien? Est-il vraiment indispensable ou est-il accessoire? Ensuite, je vais aborder dans un autre temps de quelle laïcité, en quelque sorte, on va essayer de réfléchir sur le fait, est-ce que les femmes ont-elles besoin d'une société laïque et démocratique pour assurer leurs droits, ou bien ces droits-là peuvent-ils être assurés en dehors de cet assemblage-là, laïcité et démocratie? Et en fin de compte, à la dernière partie, je vais évoquer brièvement qu'est-ce qu'un État non laïque, comment un État non laïque ou un État dit religieux peut-il espérer instaurer une société quelque peu démocratique, et c'est seulement dans ce type de société où les femmes ont quelque espoir d'affirmer leurs droits. Et je vais donner rapidement comme exemple, parce que Léla va développer plus là-dessus, l'exemple de la Tunisie de Ennahda avec Ghanouchi au pouvoir, qui avait voulu rassurer l'opinion publique en parlant de l'islam modéré.
Et ensuite, je vais donner quelques exemples aussi du côté de l'Égypte avec le président destitué Morsi. Alors, mais je commence par cette réflexion sur la laïcité qui, à mon avis, s'impose, parce qu'encore une fois, c'est devenu le cheval de bataille à partir de laquelle on a essayé vraiment de discréditer la charte de la laïcité en disant que ça ne voulait absolument rien dire en ce qui a trait aux droits des femmes et à l'égalité homme-femme. Ce n'était pas du tout une condition nécessaire. Alors, le lien entre la neutralité religieuse de l'État, c'est comme ça que j'entends la laïcité d'aujourd'hui. Il s'agit en fait de savoir qu'est-ce qu'on entend aussi quand on entend par la laïcité de l'État et ce qu'on entend par l'égalité homme-femme. Encore une fois, que recouvre la notion de laïcité si l'objectif visé est l'égalité entre les hommes et les femmes? Que recouvre la notion de la laïcité aujourd'hui par rapport à d'autres périodes de l'histoire? Je pense par exemple à l'article de Micheline Dumont dans lequel elle explique que, comme preuve à l'appui, que la laïcité n'est pas du tout un élément nécessaire pour l'égalité entre les hommes et les femmes, où elle revient au XIXe siècle en parlant du groupe des patriotes, et plus précisément 1834, en expliquant comment les patriotes ont eux-mêmes mis fin à un droit qu'avaient les femmes jusque-là de voter, et en particulier sur le plan municipal. Ils ont mis fin à ce droit-là alors qu'il s'agit là d'un groupe laïque et comment dirais-je, qui prônait la laïcité et qui en même temps un groupe libéral. Donc il s'affichait comme à la fois laïque et libéral. Et voilà un groupe qui, dans l'histoire, met fin au droit des femmes, au droit de vote des femmes acquis depuis l'acte constitutionnel de 1791. Elle donne aussi comme exemple la France de la fin du 19e et du début du 20e siècle, alors que font rage les luttes autour de l'école laïque en France. Et voilà que ce sont des partis, encore une fois, libéraux, laïcs et même radicaux et même socialistes qui ont bloqué l'accès des femmes au droit de vote jusqu'au milieu des années 40 en France. Et ils ont fait plus tard encore qu'ici. Alors voilà des exemples qui commencent à faire douter, bon mais qu'est-ce qu'on fait avec cette laïcité? Est-ce qu'on en a vraiment besoin, nous les femmes, pour arriver à instaurer l'égalité entre les hommes et les femmes? Alors ce que je voudrais dire simplement, c'est que en mêlant les choses comme ça, en parlant de laïcité sans préciser de quelle laïcité il s'agit, quel est le contenu de cette notion de laïcité, on est en train de, quelque part, de désinformer le public. Au 18e comme au 19e siècle, la laïcité est avant tout une laïcité qui affirme la position défensive des libéraux et des nationalistes à l'endroit d'une Église catholique toute puissante en Occident, qui, elle, s'affiche carrément et lutte de façon très efficace contre tout ce qui est libéral, tout ce qui est nationaliste et surtout aussi de la démocratie. Pour avoir étudié dans le temps les ultramontains, qui étaient comme l'expression la plus radicale de cette opposition à tout ce qui est laïque de la part de l'Église, mais qui va traîner encore longtemps, jusqu'au début du XXe siècle, c'est sûr que tout ce qui est à ce moment-là laïque se méfie et doit être en position de défense vis-à-vis d'une Église très agressive à cet égard. Alors la laïcité n'a rien à voir avec la légalité des droits à ce moment-là, elle n'a rien à voir vraiment avec la nécessaire neutralité religieuse de l'État, elle a surtout à voir avec le combat ou l'opposition à une Église qui a la même mise, qui une fois la même mise sur une fois plutôt admise les femmes au droit de vote, on sait à quel point elle était susceptible d'influencer cet électorat féminin-là, qui est un électorat féminin qui n'est pas sur le marché du travail, qui n'a pas encore accès à une éducation égale aux garçons. Les filles sont encore loin derrière, leur scolarité est beaucoup plus faible, elles n'ont pas accès aux mêmes postes non plus sur le marché du travail, elles sont beaucoup plus mères de famille et beaucoup plus proches de leurs curés respectifs. Alors, c'est cette crainte de voir arriver un électorat qui risque de bloquer encore plus leur accès à une société libérale et nationaliste. On parle moins de démocratie, on va y arriver beaucoup plus au XXe siècle. C'est surtout le libéralisme et le nationalisme qui sont en jeu. Alors, voyez-vous, quand on dit à ce moment-là, voyez-vous, là, on ne dit pas par le 19e siècle, on ne dit pas qu'est-ce que recouvre cette laïcité, mais on dit, voyez-vous, la laïcité, elle ne sert absolument rien aux femmes. La preuve, c'est que les libéraux, les laïcs libéraux, sont contre les droits des femmes.
Alors, il y a là comme une façon de, sans dire toute la réalité, mais en masquant une partie, on arrive évidemment à la déformer, puis on en fait un élément de preuve qui est tout à fait faux. Alors, maintenant, l'autre argument qu'on entend souvent, c'est mais la laïcité, elle a été le fait de plusieurs États récemment, là, au XXe siècle, et puis ça n'a pas amélioré la condition des femmes, mais pas du tout. Alors, est-ce que donc la laïcité veut donc dire quelque chose pour les droits des femmes? Elle est complètement inutile. Et ce qui est vrai d'ailleurs, la laïcité n'a pas été suffisante pour assurer les droits des femmes. On a juste à penser à des États laïques comme furent la Russie soviétique, l'URSS, au temps du communisme, que fut la Chine de Mao. C'était des États laïques qui tenaient à cette laïcité-là, qui tenaient à mettre à l'écart tout le pouvoir religieux qui avait existé précédemment. Mais si la condition des femmes, disons, était peut-être un peu améliorée par rapport à ce qu'elle fut avant ces régimes-là, dans des sociétés plus traditionnelles, elles n'ont jamais eu accès au pouvoir, elles n'ont jamais vraiment atteint l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc oui, c'est vrai que la laïcité n'est pas une condition suffisante. Mais là encore, on triche un peu en arrêtant là le raisonnement. Parce que la laïcité n'est pas une condition suffisante, mais elle est une condition nécessaire pour aboutir au type de société qui permettrait seule l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire à la démocratie. Autrement dit, ça existe ce principe de condition nécessaire mais pas suffisante. Elle existe en mathématiques, elle existe en sciences sociales. La laïcité est une condition nécessaire mais pas suffisante. Elle est nécessaire pour établir une société démocratique qui ne peut pas être pensée ni mise en pratique en dehors de la laïcité. Et c'est là où je veux en venir. Alors donc, il faut bien, oui, accepter l'idée que la laïcité n'est pas suffisante, mais la laïcité est indispensable pour établir toute société démocratique, instaurer toute société démocratique, et c'est seulement dans le cadre d'une démocratie qu'on peut espérer établir l'égalité entre tous les citoyens et donc entre les hommes et les femmes. Alors voilà le type de raisonnement qui est plus ou moins biaisé, qui a été utilisé à quelques reprises. Peu de fois j'ai entendu dans des assemblées comme celle-là, quelqu'un se lever et vous dire, écoutez, mais on connaît des États laïcs qui n'ont rien fait pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui ont gardé encore une société inégale à cet égard et injuste, etc. Oui, c'est vrai, mais parce que, effectivement, la laïcité est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Maintenant, qu'en est-il de la laïcité, comment dirais-je, modérée? C'est qu'à un moment donné, quand ont commencé les révolutions arabes, et en particulier la révolution tunisienne, et quand ce fut des gens comme Rachid Ghanouchi qui a pris le pouvoir, et comme la démocratie est devenue comme une espèce de valeur désormais non seulement acceptée, mais une valeur qui est reconnue et dont il faut tenir compte dans les discours politiques, même si on ne l'applique pas. Alors Ghanouchi a dit, écoutez, nous on veut tout de même établir une société démocratique, mais il s'agira d'un islam, mais on veut une société islamique, mais il s'agira d'un islam modéré, autrement dit qu'on peut concilier avec la démocratie. Et c'était un discours destiné à rassurer avant tout les sociétés occidentales, mais aussi l'aile libérale, radicale et laïque de la société tunisienne elle-même et du reste du monde arabe. Mais dans les faits, qu'est-ce que veut dire une société religieuse modérée? Et c'est là où je veux en revenir. Est-ce que vraiment on peut concilier le principe fondamental de l'égalité des droits et des libertés, garanti à tous les citoyens dans une société démocratique, avec la légitimation au niveau constitutionnel d'une seule religion qui, de ce fait, sera privilégiée par rapport à toutes celles auxquelles adhèrent l'ensemble des autres citoyens. Alors, un État religieux, qu'il soit un État catholique, qu'il soit un État musulman, qu'il soit un État juif, cet État-là va nécessairement privilégier un groupe religieux qui est celui de la religion d'État, qui correspond à la religion d'État, par rapport aux autres groupes religieux, puisque le code juridique, les lois de ce pays vont être conformes à cette religion-là
et en ne tenant pas compte des religions. On ne peut pas avoir plusieurs codes juridiques, plusieurs codes de loi dans une société. Il y en aura un et il va privilégier, probablement diront certains, la majorité. Bien, au moins il y a la majorité. Ce n'est même pas vrai. Dans certains pays comme en Syrie, la Syrie actuelle, et on connaît les dégâts que ça entraîne, la Syrie actuelle a toujours privilégié, en termes de loi et de pouvoir, le groupe des Alawites, qui est un groupe proche, je sais que c'est très un peu mêlant tout ça, mais qui est un groupe proche du Hezbollah et donc du groupe, non mais c'est la religion elle-même. Il y a les sunnites, il y a les chiites. Alors donc les Alawites et les chiites, ce sont des groupes très proches, et ce sont des ennemis jurés des sunnites qui sont cependant la majorité en Syrie. Ça avait été le contraire dans les Bahreïn, c'était le groupe chiite au pouvoir, puis le groupe sunnite encore une fois. Le groupe sunnite au pouvoir et le groupe chiite en majorité dans le Bahreïn. Ça induit les mêmes injustices à l'endroit de la majorité chiite. Donc, le fait qu'il y ait un groupe, un État dit religieux, qui a beau se dire modéré, dès qu'il est religieux, il y a tout de suite un biais introduit, une injustice introduite à l'endroit de tout ce qui n'adhère pas à cette religion-là ou à cette branche de la religion musulmane. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que non seulement ça, mais les femmes, qu'en est-il des rapports entre femmes dans ces pays-là? Déjà dans toutes les religions monothéistes qui se réfèrent à des textes fondateurs, des textes inspirés, les femmes sont certainement les plus malmenées. Parce que ce ne sont pas elles qui interprètent cette parole divine, ce sont des hommes qui l'interprètent pour elles et qui l'interprètent en leur faveur et le plus souvent en défaveur des femmes. Donc déjà, le fait d'avoir un état religieux, quel qu'il soit, c'est déjà en défaveur des femmes. Et par-dessus le marché, les rapports hommes-femmes n'en sortent pas gagnants, c'est sûr. Les femmes sont, les codes juridiques, les lois sont en leur défaveur, elles sont interprétées en leur défaveur. Donc on ne peut pas parler de société démocratique dans ces conditions-là. Autrement dit, un État religieux, quel qu'il soit, est un État qui ne peut pas prétendre instaurer une démocratie. Et cette démocratie serait quoi? Ce serait une égalité modérée entre les hommes et les femmes, ce serait une tolérance modérée à l'endroit des autres religions. Autrement dit, ce serait une démocratie modérée, ce qui veut dire que finalement, cette égalité modérée ne veut rien dire entre les hommes et les femmes ou entre les citoyens. Alors c'est quand même un déni, en fin de compte, de la démocratie. Alors donc, c'est ça, l'histoire des guerres de religion qui ont marqué l'Occident est là pour nous rappeler que les religions ne cohabitent pas facilement ensemble. Elles sont toujours en concurrence, et quand ce n'est pas d'un État à l'autre, c'est à l'intérieur d'une même société. Donc, en dehors de l'État laïque, point de salut, en tout cas point de salut démocratique. Ça, c'est certain. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Bonsoir. Je vais parler en fait, je vais faire un résumé succinct de ce qui s'est passé durant le printemps arabe en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte. Et je passerai aussi par l'Algérie qui a eu son printemps il y a bien longtemps de cela. Donc, je me demande, alors, on se questionne, que s'est-il passé de l'élan de la jeunesse du Tunis, du réalisme de la place Tahrir au Caire et des événements d'octobre 88 en Algérie. Le 17 décembre 2010, lorsque Mohamed Bouazizi s'est immolé à Sidi Bouzid, il était loin d'imaginer les bouleversements qui allaient s'imposer à son pays. Mohamed Bouazizi s'est immolé parce que le chômage et la malvie ont eu raison de tous ses espoirs. À chacun de ses revendications, à aucun moment, ces revendications n'étaient empreintes de religion, encore moins
d'intégrisme religieux. Anéanti par un régime dictatorial semblable à tous les régimes qui sévissent dans cette région, de la côte atlantique jusqu'à la péninsule arabique, la population tunisienne décide d'investir la rue. Des jeunes, sans distinction d'âge, de condition, des femmes, des hommes, rythmèrent leurs revendications en scandant à répétition « Dégage, liberté, démocratie ». En criant leur légitime aspiration, les rues de Tunis ont pris le monde à témoin. Nous témoignons donc qu'à aucun moment il n'a été question d'un retour au patriarcat avec une enveloppe politico-religieuse au contenu salafo-wahhabiste. Sentant le danger, les Tunisiennes et les Tunisiens ont majoré leurs revendications de fondement de la laïcité. Alors que les braves faisaient la révolution, les tyro-francs se préparaient à prendre le pouvoir en imposant à la Tunisie un chemin menant à l'obscurantisme. Ces habitués de l'islamisation des mœurs et à ce genre de procédé pour l'imposer à tous brandissent le sabre qu'ils associent au Coran pour se donner bonne conscience. Leurs premières cibles sont toujours les femmes. Ces falsificateurs de l'histoire ont oublié qu'au pays de Habiba Menchal, il n'est pas aisé de gommer les actions émancipatrices qu'elle a mises en place dès 1924 en prenant l'abolition du voile et de la polygamie. Une femme visionnaire que la jeunesse tunisienne connaît peu ou pas. Et voilà qu'au lendemain des processus électoraux qui devaient concrétiser le projet révolutionnaire, les militantes et les militants se rendent compte aujourd'hui qu'ils font face à un danger réel, celui de voir confisquer leur révolution et de voir s'envoler leur rêve, celui d'un avenir meilleur. Je reste persuadée que malgré les satrapes politiques des pétromonarchies, de la péninsule arabique qui finance tout ce qui est inhérent au prosélytisme religieux en général et sa version wahhabite en particulier, la Tunisie est bien sur le chemin de la démocratie et de la liberté et de la laïcité. L'Égypte emboîte le pas à la Tunisie. Une marée humaine envahit la place Tahrir. Il n'y avait ni hommes, ni femmes, ni droite, ni gauche, mais seulement une population qui demandait à Moubarak et à son clan de dégager, Arhal, de déménager. Cette foule impressionnante avait les mêmes revendications que la foule tunisienne: liberté, démocratie, justice, dignité pour toutes et pour tous. Dans cette société devenue en partie très conservatrice, les femmes ont eu une part active dans les mouvements révolutionnaires, jouant même le rôle de leader. Elles étaient très nombreuses parmi les manifestants. Les rapports respectueux qui se sont instaurés entre les hommes et les femmes sur la place Tahrir au Caire étonnèrent tant les manifestants que les observateurs. Cette solidarité et cette proximité des deux sexes qui donna un espoir au monde arabe se transforma assez vite en cauchemar pour les femmes qui subissent des agressions sexuelles de la part de ceux qui voulaient ni de la démocratie et encore moins de l'égalité homme-femme. Première victime, là encore les femmes. Elles désertèrent la place Tahrir, ce lieu de la révolte populaire où la loi des fous de Dieu s'imposa à elles par des viols collectifs dont seuls les adeptes de l'islam politique en sont capables en de pareilles situations. Même si les jeunes Égyptiens se sont mobilisés contre le harcèlement sexuel, ne pouvant plus endosser le machisme ambiant, aspirant à de meilleures relations hommes-femmes, le mal était fait, et plusieurs femmes ont été contraintes de quitter la place de l'indépendance. Un autre fait inquiétant, des certificats de virginité se sont imposés aux femmes, seules ou accompagnées d'hommes ne pouvant prouver le lien familial. Aujourd'hui, elles sont quasi absentes du gouvernement et les 27 postes de gouverneurs de province. Le gouvernement à saveur islamiste balaya les familles droits des Égyptiennes, oubliant le combat de Houda Sharawi, qui, dès le début du XXe siècle, rejeta le patriarcat et ce coutume archaïque. Cette femme admirable nous prouva que les femmes du monde arabo-musulman étaient féministes. Nous ne pouvons que déplorer un tel recul.
Aujourd'hui, le pays des pharaons est dans l'incertitude. Pourtant, une volonté politique et un pouvoir à l'écoute de son peuple peut faire de ce pays, Oumoudounia, la mère du monde, un pays où la démocratie, la laïcité, les droits des femmes et la dignité seront les fondements de la nouvelle constitution. En Libye, rappelons que ce sont les femmes de Benghazi qui ont organisé la première manifestation le 15 février 2011 pour protester contre la répression du régime honni de Kadhafi. En plus de prendre part aux manifestations, les Libyennes se sont beaucoup investies dans la révolution. Elles se sont énormément battues pour aider à la faire avancer. Tout comme en Égypte, un grand nombre a été victime de viol, une violence sexuelle utilisée comme arme de guerre contre celles qui ont oublié, dans un moment de joie et d'euphorie, qu'elles venaient de transgresser un interdit. À ce jour, ces pratiques ignominieuses sont toujours répandues. Aujourd'hui, les Libyennes souffrent d'un manque de stabilité et d'une situation peu sûre. Elles doivent en outre parer aux réformes politiques qui leur ôtent leurs droits et leurs libertés. Ainsi que alors que le pays n'avait pas pensé ses blessures et que plusieurs familles pleuraient leur mort, consternées, nous avons vu et entendu Mustafa Abdel-Jalil, du haut de son perchoir où il célébrait la fin de Kadhafi, annoncer aux Libyens et au monde l'instauration de la polygamie, interdite sur Kadhafi. Mal nécessaire ou solution indispensable en ces temps de crise politique et sociale. En imitant le printemps libyen, les Libyennes ont signifié leur volonté de remplacer la dictature totalitaire par un état de droit où elles seront les citoyennes au même titre que les Libyens. Il y a 25 ans de cela, bien avant la rage de Bouazizi en Tunisie, le mouvement protestataire de la place Tahrir en Égypte, la révolte en Syrie, en Libye, au Yémen, Alger a fait trembler le monde le 5 octobre 1988. Deux Algériens algériens prirent d'assaut les rues de la capitale, ainsi que tous les édifices de l'État, en dénonçant la hugra, c'est-à-dire le mépris, l'injustice d'un pouvoir qui les a longtemps ignorés. Ces jeunes ont changé à jamais le visage de l'Algérie. Ce fut la fin du parti unique et la naissance du pluralisme politique, ainsi que l'ouverture des champs médiatiques. Les réseaux sociaux n'avaient pas encore vu le jour pour relayer leur révolte. Ces jeunes et moins jeunes scandaient déjà les mêmes slogans, réclamant plus de liberté, plus de justice, plus de démocratie. Leurs voix furent détournées et transformées en revendications religieuses, soutenues par un pouvoir craignant la fin de ses privilèges et préférant s'allier à l'islamisme plutôt que d'opter pour une vraie démocratie. Pour mémoire, l'instauration en 1979 de la République islamique d'Iran a permis de renforcer l'islam politique comme mouvement influent dans tous les pays musulmans. Là où ce mouvement est devenu une force politique, une véritable guerre contre les femmes et leur liberté a été mise en œuvre. En plus de voiler les femmes, l'un des principaux objectifs des mollahs au lendemain de l'arrivée de Khomeini au pouvoir en Iran était de reconquérir tous les pays musulmans où les Fatimides avaient régné. Ils ont ouvertement soutenu le FIS, Front islamique du salut, avant que l'Algérie ne rompe ses relations diplomatiques avec ce pays. Pour contrer l'expansion de la révolution verte, les Saoudiens ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont décidé de faire de même en soutenant les islamistes de tous bords. L'Algérie verra l'émergence de 4 partis politiques religieux au mépris de la Constitution. Les femmes ont été les plus grandes victimes de ces luttes hégémoniques entre les chiites et les sunnites. Les démocrates laïcs en général, le simple citoyen et les femmes en particulier ont été les cibles privilégiées des groupes armés islamistes. Nous avions le choix entre l'exil et le cercueil. Les Algériennes et les Algériens découvrirent avec horreur et dans la tourmente la froideur avec laquelle les jeunes, embrigadés, endoctrinés, ont fait du viol une de leurs armes de guerre et le corps des femmes un de leurs champs de bataille. Dans cette Algérie où le courage des Algériens reste un exemple pour le monde, des Algériennes reste un exemple
pour le monde entier depuis la guerre de libération nationale. Le régime en place a choisi encore une fois de les sacrifier sur l'autel de l'islamisme politique. La consoeur courageuse et indispensable pour le combat contre le colonialisme et pour l'indépendance du pays, qu'elle pensait pouvoir construire après l'avoir libéré, apprend à ses dépens que la gestion de la cité se conjugue au masculin. La récréation est terminée, les femmes doivent retourner à leur rôle traditionnel de gardiennes des traditions que les hommes configurent selon leur bon vouloir. Pourtant, ce sont aussi elles qui nous ont ouvert les portes du savoir, de la modernité et montré le chemin de la liberté, tout en nous mettant en garde contre le retour au patriarcat qu'elles voyaient poindre à l'horizon par la mise en place du Code de la famille en juin 1984. Cette mise sous tutelle de la moitié du ciel d'Allah venait de sceller l'union entre le pouvoir de l'époque et l'islam politique. Cet islam politique qui, 4 années plus tard, appela ses militants au meurtre contre les civils. Face à la barbarie de l'intégrisme religieux, les femmes algériennes se sont mobilisées. Plus de 10 années de résistance contre la folie meurtrière. Les femmes n'ont craint ni la mort ni le viol. L'islamisme s'est étendu à toutes les couches sociales par la confiscation du système éducatif et par la mainmise de tous les organismes caritatifs. Cela a été possible grâce à la complicité du régime en place et à la générosité agissante des pétrodollars. Le voile enveloppa le corps des femmes. Il s'imposa comme visa obligatoire pour accéder à l'espace public. C'est le mur de protection, prolongeant ainsi l'espace domestique, tout en domestiquant celui qui leur est hostile. Ainsi vêtue, la sœur musulmane pense forcer le respect de ceux qui le lui imposent. Laetitia Buccal nous explique qu'en se voilant, la femme a payé une sorte de droit à l'entrée, le droit d'entrer à la vie extérieure et qui débouche sur une émancipation relative. Voilée, la femme quitte sa communauté traditionnelle pour entrer dans celle des frères et des sœurs et voit ainsi la surveillance familiale se relâcher autour d'elle. Elle ruse avec la société pour acquérir le droit à la vie et à la ville et à l'extérieur. Celle qui refuse le port du voile, parce qu'il y en a, considère qu'elle n'a pas besoin de se faire respecter et que c'est à la société de la considérer comme un être à part entière. Depuis, tout comme la société, le pays fonctionne selon un double schéma. D'un côté, il aspire à la modernité sur le plan économique par le développement de la société de consommation. Et d'autre part, il recourt à un système patriarcal et religieux. Dans ce système peu propice à leur émancipation, les femmes n'ont pas pu aller bien loin. Les mouvements de femmes ont été divisés et affaiblis au point de vue de la mobilisation et des mentalités. Les Algériennes, les féministes algériennes, tout en assumant leur origine arabo-berbère et musulmane, ne remettent pas en cause l'universalité de leur lutte. Elles s'inspirent aussi bien de leurs aînés, tels que Fissa Hamoud, Fadela Marabat, que de Gisèle Halimi. Je conclus en disant que l'islam politique continue de prêcher ses spécificités quant aux libertés, au pluralisme, aux droits de l'homme et au statut de la femme. Les vieilles réponses religieuses ne semblent plus avoir cours depuis les printemps arabes. Les femmes savent le prix de la liberté. Elles savent aussi que tout au long de l'histoire de leur pays, elles ont servi de monnaie d'échange. Elles ont fait des erreurs. Elles ont fait des erreurs de leurs aînés, des atouts de leur expérience, pour leur expérience d'aujourd'hui. Demain sera un jour nouveau. Elles sont plus scolarisées, elles sont plus instruites, elles ont investi tous les domaines sociaux, économiques et même politiques à des degrés différents. Elles ont domestiqué leur peur face à la violence. Elles se réapproprient progressivement la rue.
Aujourd'hui encore, les femmes du monde arabo-musulman ou de culture musulmane ne s'avouent pas vaincues. Elles sont présentes par leur engagement et n'accepteront jamais de faire marche arrière. Elles savent que leur chemin est miné par le patriarcat et ses pétrodollars. Elles savent surtout que leurs revendications de femmes ne sont plus portées par celles qui vivent en Occident. Elles savent surtout que la solidarité féminine dont ont bénéficié leurs aînés est trop préoccupée à relativiser leurs aspirations. Liberté, dignité, égalité et laïcité. Tant que les femmes des printemps ne les auront pas atteintes, la révolution n'est pas terminée et le monde musulman ne saura prétendre entrer dans la modernité en ce début du 3e millénaire en se passant d'elle. Allons-nous les accompagner dans leur lutte vers la dignité, la liberté et l'égalité? Ou allons-nous choisir de les ethniciser en acceptant qu'elles aient des droits différents des nôtres au nom du respect de la différence? Enfin, les pays arabo-musulmans sont-ils condamnés à fluctuer entre des régimes totalitaires, des théocraties et des dictatures militaires? Ou peuvent-ils aspirer et prétendre vivre en démocratie, où le mépris du citoyen est banni, où l'égalité entre citoyens et citoyennes est consacrée, comme le sont le progrès et le développement de leur société? Merci. Merci Léla, merci Nadia. J'aurais aimé peut-être vous poser la question, est-ce qu'au Québec, on peut faire quelque chose pour trouver, est-ce qu'on est sur la bonne voie pour aller justement aider en solidarité les pays du printemps arabe? Est-ce que les Québécois peuvent faire quelque chose, les Québécoises aussi peuvent faire quelque chose pour cette troisième voie, aider à trouver une troisième voie entre la dictature, les chars d'assaut, la dictature militaire et la dictature islamiste des religions? Est-ce que vous pensez que les Québécois peuvent faire quelque chose? Est-ce qu'on est bien parti pour aider justement, ou bien si on s'éloigne de la solidarité traditionnelle que la gauche avait par rapport au progrès, la solidarité avec les autres peuples? Oui? Je crois que ta question nous renvoie en premier lieu à la fameuse notion de féminisme intersectionnel à l'heure actuelle, où on tend à diviser l'ensemble des femmes, le groupe des femmes, en femmes appartenant à des catégories spéciales, qu'elles soient handicapées, qu'elles soient venues d'origine ethnique, qu'elles soient lesbiennes ou qu'elles soient transsexuelles. Bref, la perspective, l'analyse et l'action, bien sûr, qui suit, s'adresse à des sous-groupes désormais, comme s'il nous était devenu impossible de penser à une entité femme et à son rapport à l'ensemble de la société, dans des sociétés différentes des nôtres, comme dans la nôtre d'ailleurs. Cette solidarité entre femmes comme femmes, vivant des injustices, des rapports inégaux, parce qu'elles sont femmes, c'est comme s'il nous était devenu, en tout cas c'est la nouvelle tendance, comme on dirait de tendance au point de vue de la mode, la nouvelle tendance veut qu'on les considère, on considère d'abord et avant tout la division, les différences dans la communauté femme elle-même, et que de crainte de laisser de côté les ouvrières, les handicapés, les immigrantes, qu'on ne puisse plus parler d'une entité femme qui fait face à des considérations patriarcales, à des discriminations de type patriarcal, de toutes sortes de types, non seulement dans les sociétés qui sont étranges ou les sociétés exotiques, mais dans la nôtre elle-même. Alors voilà, je vous lance là. Tel que se présente la chose aujourd'hui, il me semble que c'est assez difficile. Je suis quand même en relation avec les amis en Algérie qui continuent donc à se battre pour leurs droits. Et
Ce n'est qu'ici que j'ai appris la notion de féminisme islamique. Ça n'existe pas dans les pays musulmans. Et quand j'en ai parlé avec mes amis en Algérie, leur réponse a été « S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, on peut se débrouiller toutes seules ». Parce qu'elles ont souffert de l'islamisme, elles ont souffert de la religion, et aujourd'hui en Occident, on essaie d'introduire cette notion qui est tout à fait fausse. On essaie même de falsifier l'histoire et dire que le féminisme islamique est né en Iran. Ce n'est pas vrai. Les femmes iraniennes sont musulmanes et elles sont féministes. Elles n'ont pas créé le mouvement islamiste, pas du tout. Vous savez que dans les pays musulmans, il est difficile de parler d'égalité de droits des femmes sans passer justement par le Coran. Donc, elles se servent du Coran, et c'est la ruse qu'elles ont trouvée pour essayer de trouver des éléments à leur émancipation. Le féminisme islamique est né en Espagne, il n'est pas né dans les pays musulmans. Donc aujourd'hui, effectivement, comme je l'ai dit dans ma conclusion, les féministes dans ces pays-là n'attendent pas grand-chose quand elles voient de quelle façon le féminisme en Occident a été ghettoisé ou ethnicisé. Donc il est difficile, quand les femmes ne sont pas unies en Occident, de pouvoir apporter un soutien efficace à celles qui luttent dans les pays musulmans, sous loi musulmane. Merci. Est-ce qu'il y a des questions aussi dans la salle? Il y a des gens qui veulent poser des questions sur ce sujet qui a été traité ce soir, ou quelque chose qui est lié à la notion de tous ces printemps arabes, qui nous a quand même influencé à devenir un printemps érable, et qui ne contient pas la même charge. On ne risquait pas la même chose avec le printemps érable qu'avec le printemps arabe. Hein? Alors, oui, je vais donner la question ici. Oh. C'est une question de Votre nom? Louise Archambault. C'est aussi un commentaire avec vos réflexions. Moi, c'est une phrase de Wassila Tamsali qui disait « Où est-ce que vous êtes, les féministes québécoises? Comment ça se fait qu'on vous entend pas? » Moi, ça m'a beaucoup interpellée, cette phrase-là, il y a 3 ans. Et je me suis mis à réfléchir autrement. Et j'ai entendu des jeunes femmes musulmanes dire qu'elles se voilaient pour empêcher le regard des hommes d'être agressés par le harcèlement. Et je me suis dit, mon Dieu, ça me fait des liens aussi avec moi, jeune. J'haïssais bien ça, hein, me faire siffler, me faire, en tout cas, des attouchements. Et je me disais, j'essayais de voir le lien entre les différentes cultures, les différentes positions des femmes. Et là, je me dis, même actuellement, il y a des jeunes filles de secondaire 1 qui refusent de faire du soccer parce que, je veux dire, ils ont peur de se faire achaler par les gars. Tu sais, ils étaient au primaire, ils pouvaient. Rendus au secondaire, il y a moins ça. Et donc, je vois comme tous des liens qui existent entre les différentes ethnies, notre histoire, votre histoire. Et je me dis, c'est là que se crée la solidarité de femmes, qu'on comprenne autrement, pour peut-être adopter des moyens. C'est sûr que se cacher n'est pas une façon... Je m'excuse, je suis énervée, je prends. Je pense qu'il y a comme... C'est important la solidarité pour moi, puis c'est par là qu'on va finir par créer des liens et éviter le racisme. C'est à travers la solidarité entre femmes qu'on dépasse le racisme, parce que c'est ça qui se passe actuellement. C'est le racisme qu'on entend parler. Puis moi, je regrette, je ne suis pas raciste, mais je me suis fait traiter de raciste du fait que je défende de la laïcité. C'est ça qu'on amène comme raison. Puis j'ajouterais que quand tu te mets à regarder autrement, il y a une femme algérienne qui disait que le voile, il y avait quelque chose, il y avait comme un côté sexuel. Et là, je me suis mis à réfléchir, puis je me suis dit, et je me suis mis à réfléchir aussi à nos religieuses. Et je faisais des liens aussi avec mon histoire, que les religieuses, dans mon temps, je veux dire quand j'étais plus jeune, toutes étaient avec des capuches, hein, différentes selon la religion. Toutes avaient un anneau, je veux dire comme quoi, qui était relié à Dieu. Donc, il y a comme des liens entre toutes les religions dans l'histoire qu'on a pu vivre. Et ça permet de comprendre autrement, je veux dire, ce qui se passe. Donc, parce que sinon, j'entends des féministes un peu colonisatrices face aux autres ethnies, puis ça, j'aime pas ça non plus. En tout cas, il y a comme moyen de partager ensemble notre vécu, puis déboucher sur quelque chose de constructif pour les femmes.
Selti, je suis enseignant, presque un quart de siècle depuis que je suis arrivé au Québec. Je vais juste apporter une clarification par rapport aux mots, aux qualificatifs que les journalistes et les médias ont donnés aux révolutions. On dit toujours révolution arabe, alors c'est faux. Il n'y a aucun pays arabe, qui a fait... Okay. Il n'y a aucun pays arabe qui a fait la révolution. Les pays arabes sont l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït et tout ça. Là-bas, ils sont protégés par les États-Unis parce qu'ils prennent le pétrole à gogo. Les pays du nord de l'Afrique, ce sont des Berbères. Et actuellement, ce sont les Berbères qui ont fait tomber Kadhafi, et ils continuent justement pour leur identité, pour leur langue, pour leur drapeau, etc. Ceci dit, mais les journalistes, et Mme Nadia peut me clarifier ça parce qu'elle est historienne, donc les journalistes se sont empressés de donner le mot, ce sont eux qui mènent la planète malheureusement, et dans les qualificatifs il s'est collé. Ceci dit, l'islamisme, c'est un islamisme politique, ils veulent islamiser la planète, rien de moins. Est-ce qu'on va arriver un jour à l'ONU ou les organismes internationaux de voter une loi pour la laïcité à travers toute la planète? Parce que les femmes journalistes ou ministres ou n'importe quel niveau de grade ou de fonction, quand ils vont en Iran, en Arabie Saoudite, dès qu'ils sortent de l'avion, ils portent le hijab pour faire comme les femmes de là-bas. Alors qu'ici, les femmes qui viennent, quand elles passent leur entrevue, ils sont bien maquillés, les yeux bleus, cheveux en l'air et tout ça quand ils arrivent ici, parce qu'ils ne veulent pas rentrer justement dans la culture, etc. Ils vont dire que les mœurs et tout ça, nos filles vont se marier avec n'importe qui et tout ça, ce qui fait rentrer. Ça veut dire qu'ils veulent tout, l'internet, le gazon, les piscines, tout ce qu'il faut, le PS, et tout ça, mais pas de changer de machin, de leur culture. Donc il y a un problème ici. Donc il y a un islamisme politique international, on veut islamiser rien de moins que la planète. Il n'y a pas que les femmes qui sont malmenées dans ces pays-là. Dernièrement, en Algérie, justement, on avait... Oui, une petite question. Juste un commentaire parce que c'est important. Oui. Justement, en Algérie, il y avait des ouvriers qui travaillaient dans un chantier caché et tout. Les gendarmes sont allés les chercher parce qu'ils ne pouvaient pas faire le jeûne à 46 degrés à l'ombre. Et puis, il y avait des gens qui sont descendus dans la rue pour rompre le jeûne publiquement. Mais on lutte évidemment, mais tant et aussi longtemps que les pays occidentaux ne regardent que leurs intérêts, le pétrole, le gaz et tout ça, il n'y aura aucune solution à ceci. Maintenant, est-ce que les pays occidentaux sont prêts à se découvrir, à dire que la laïcité c'est pour tout le monde? Il n'y a aucune raison que les pays, les jeunes, enfin les femmes qui viennent, ou les hommes qui viennent d'autres pays pour s'installer ici, continuent à propager leur identité et leur culture, et leur islam. J'ai posé la question, j'ai dit, est-ce qu'on va arriver un jour à voter une loi laïcité par... La laïcité internationale. Voilà. Même pas voter la laïcité nationale. La laïcité internationale. Ce matin, à une question à la radio, je me suis fait demander si on était un groupe, est-ce qu'on n'était pas des intégristes laïques? Alors, j'ai répondu bien, on va être nombreux parce qu'il y a plus de 53 000 personnes qui ont voté sur le site du rassemblement, laïcitéquebec.org. Plus de 53 000, il y a beaucoup d'intégristes laïques. Alors, s'il y en a en plus qui demandent au niveau international la laïcité, oh là là, ça doit être ça l'intégrisme. Je crois effectivement que c'est difficile aujourd'hui, c'est plus difficile qu'avant la chute de l'URSS. Je ne regrette pas, mais en tous les cas, il y avait un certain équilibre. Aujourd'hui, l'Occident ne voit que ses intérêts. Donc, il a sacrifié tous les pays qui sont producteurs de pétrole. Il a sacrifié, comment dirais-je, même ceux par qui le pétrole ou le gaz devait passer. Donc, aujourd'hui, il y a la guerre de l'Algérie, en Syrie, en Égypte,
en Libye, etc. Mais ce qui se passe au Yémen, paradoxalement, comme c'est une monarchie, personne n'en parle. Mais je n'aime pas beaucoup aussi le terme, je voudrais revenir sur féminisme colonialiste, c'est ça? Je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de pays qui sont colonisés. Et ceux qui sont colonisés, je ne sais pas, en tous les cas, si on parle de l'Algérie, je ne veux pas dire qu'en Algérie, il existe un féminisme colonialiste, colonial. Ce n'est pas parce que nous nous inspirons des valeurs qui sont universelles que nous sommes encore colonisés. Je pense que tout ce qui fait du bien à l'humanité appartient à toute l'humanité, sans distinction aucune. Et je voudrais dire aussi merci au monsieur qui, je pense, est d'origine algérienne. Et quand on est algérien, on est musulman de naissance. Je suis contente parce que quand je lis dans les journaux, depuis qu'on parle de la charte de la laïcité, on considère que tous les musulmans qui habitent le Québec sont contre la charte. Les musulmans qui habitent au Québec sont en majorité, majoritairement pour la charte de la laïcité. Ils ont souffert d'un manque de laïcité, d'un manque de démocratie, d'un manque de justice dans leur pays. Pensez-vous qu'on ait fait 8000 km pour vivre à moins 40, alors qu'on se prélassait à plus 40 pour demander l'intégrisme religieux que nous avons fait? Je voudrais dire merci au monsieur qui a pris la parole, parce que lorsque je prends la parole, on me dit toujours que je suis la minorité. Or, ce soir, monsieur a parlé, et tout comme moi, il demande la laïcité au Québec. Malheureusement, nous sommes une majorité, mais une majorité silencieuse, qui n'a pas les médias avec elle. Bonsoir. Votre nom? Ali Keidi. Ma question, c'est est-ce que le sexisme qui est dans le texte sacré des religions monothéistes est d'origine seulement d'interprétation? C'est-à-dire qu'il suffit qu'il soit interprété par des femmes pour que le sexisme disparaisse. Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment expliquez-vous que chaque fois qu'il y a une ouverture démocratique dans les pays musulmans, c'est les islamistes qui gagnent? Merci. Bonne question. Est-ce que quelqu'un ose ici? Hein? Première question, est-ce que le sexisme existe seulement parce que c'est l'interprétation qui est masculine qui est sexiste? C'est-à-dire que les textes fondateurs sont souvent des textes, dans la plupart du temps, Mahomet est un homme, le Christ est un homme, Moïse était un homme, et Jéhovah est également perçu comme étant un homme. Alors donc, oui, les textes fondateurs sont transmis par des visages, évidemment, sont pas en principe, quand on parle de Jéhovah, il ne faut même pas montrer son visage, mais en principe par des figures masculines. Alors, et en plus, ils ont été interprétés par les gens au pouvoir en place qui étaient des hommes de savoir et des hommes reconnus pour leur leadership dans des sociétés pré-modernes, mais qui étaient interprétés par des hommes. Et ils vont l'être de façon très humaine et très quasiment naturelle. Ils vont l'être à partir d'une perspective masculine et ils vont l'être au profit du groupe masculin. Donc, au départ, les femmes sont, dès qu'on parle de textes révélés, de textes sacrés, les femmes partent perdantes. C'est inconscient. C'est pour... Ah, il n'a pas fait, justement. Venez au micro, prenez votre rang, puis on va vous expliquer. On va faire plaisir. C'est pourquoi Michel, c'est pourquoi lorsque on me dit qu'on va faire une relecture des textes, et c'est à partir des textes que nous allons trouver une égalité entre les hommes et les femmes, ben, je leur dis bonne lecture et
Demandez-moi la réponse, je ne sais pas dans combien de temps. Je compléterai par ce que vient de dire Nadia. Effectivement, elle a dit que tous les envoyés de Dieu étaient des hommes. Moi, je dirais que même Dieu est un homme. Je pense qu'effectivement, peut-être s'il avait choisi d'envoyer une femme, le monde serait autrement aujourd'hui. C'est sûr qu'on nous dit que c'est juste l'interprétation, mais je crois que le texte sacré lui-même est sexiste. Quand dans la religion chrétienne, Saint Paul dit que la femme est la gloire de l'homme, et l'homme est chanceux, lui est la gloire de Dieu. Alors déjà, il y a une coche au-dessus, ça aide en partant. Quand la religion judaïque, l'homme tous les jours remercie Dieu de ne pas l'avoir fait femme, mais ça commence mal pour une femme, naturellement. Et est-ce que c'est juste une question d'interprétation? C'est écrit, supposé là, que Dieu leur a dit ça. Chanceux, Dieu m'a fait homme et non pas femme. Tous les jours, il répète ça. Alors, vraiment, il se conditionne, là. C'est facile après d'interpréter de façon sexiste quand je conditionne comme ça. Quand la sourate 4, verset 34 dit « Admonestez celles dont vous craignez l'infidélité, reléguez-les dans des chambres à part et frappez-les, mais ne leur tenez plus rigueur si elles vous obéissent. » Bien, je me demande jusqu'à quelle marge de manœuvre pour interpréter quand dans le texte sacré du Coran lui-même, on dit ce genre de choses sur les femmes, ça c'est à part l'héritage et autres. Donc, quand l'interprétation se rajoute, c'est bien évident que vaut mieux être né effectivement homme que femme. Est-ce que je peux relayer quelque chose? C'est que même quand les textes dits révélés ou dits transmis ne sont pas eux-mêmes sexistes, comme le plus souvent dans le cas de l'Évangile, il y a toujours derrière tout de suite une institution qui va les récupérer, comme a fait l'Église catholique, pour se charger de façon très consciencieuse et très minutieuse de l'interpréter en faveur des hommes. Alors, même quand les textes ne le sont pas en soi, il y a l'institution qui est derrière et qui, elle, est éminemment masculine et éminemment sexiste et qui va l'interpréter dans le sens voulu. Oui, vous avez une question? Monsieur? Juste vous? Oui. Votre nom? Mon nom, Kodja Béchéri. Oui. Eh bien, voilà. Approchez-vous du micro. Oui. En ce loin qu'on remonte le cours du temps, la femme a été toujours marginalisée. On remonte dans l'Antiquité, par exemple, on voit que les Romains avaient la priorité non seulement sur la famille, mais aussi sur la femme. En Grèce, par exemple, elle a été marginalisée. On voit que, par exemple, dans la vie publique, elle se voyait à peu près comme aujourd'hui, et elle était considérée comme un être de seconde ordre. Dans les jeux publics, elle était interdite. Et aussi, pour les artistes, ils ne pouvaient pas s'exprimer librement comme pour les hommes. On voyait les athlètes, on pouvait les voir les dessiner. On avait de la peine à réaliser une bonne sculpture, jusqu'au moment où cette interdiction a été levée, qu'on a commencé à faire des chefs-d'œuvre tels que la Vénus de Milo, etc., etc. Pendant toutes les périodes, cette femme a été un enjeu. Moi, je crois qu'elle a été exploitée. Les religieux l'exploitent, les riches l'exploitent pour leur plaisir, chacun exploite. C'est un peu la proie, la femme est une proie, il y a le prédateur. Que faut-il faire? Je ne sais pas, les psychologues, les sociologues, les politiques peuvent dire autant. Moi, je crois que c'est une période transitoire pour nous. Elle peut passer. Ce n'est pas comme autrefois. On a les moyens nécessaires pour arriver. Aujourd'hui, la femme a le droit de s'éduquer. Elle a le droit de pénétrer dans certains milieux qu'auparavant, elle ne le faisait pas. Elle est mieux équipée. Je crois, je pense, la question qu'on se pose, avec l'éducation, avec l'élimination du chômage, et aussi petit à petit que cette femme pénètre dans certains milieux.
La question que je peux poser, par exemple, c'est la suivante. Y a-t-il une possibilité pour que cette femme puisse atteindre les objectifs envisagés? C'est-à-dire, dans le temps, vu les conditions qu'on dispose. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit, puisque j'ai posé la question. N'oublions pas que je viens d'un pays, l'Algérie, où la religion a été fortement ressentie dans notre pays depuis aussi loin qu'on remonte l'histoire. Nous avons vu cela, un pays stable, et puis avec les religieux, les donatistes, il y a eu ce qu'on peut appeler aujourd'hui ce qui se passe. On a vu le Fils, etc., etc. Mais je reviens toujours, c'est une transition qui peut durer 30, 40 ans, mais ça va passer. Voilà, ma question est posée. S'il y a quelque chose à dire. Pouvez-vous la répéter? J'ai compris que vous êtes un optimiste, ça fait du bien. Mais quelle est votre question? Je suis optimiste. Oui. Y a-t-il une démarche qui puisse vraiment, je ne dis pas libérer cette femme, ben elle a toujours été libre, de l'amener à, je ne sais pas le mot, mais m'échappe. Est-ce que c'est le mot féminisme qui oui. Je ne dis pas égalité parce qu'elle a toujours été égale. Qu'elle puisse avoir tous ses droits en tant qu'être humain. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une façon d'arriver à cette égalité? En fait, la façon d'arriver à l'égalité, je l'avais dit un petit peu dans ma conclusion, c'est qu'il faut, dans ces pays où la femme, où on met en place tout un arsenal juridique pour justifier son infériorité, il faudrait justement que ces pays-là arrivent à instaurer effectivement, à écouter d'abord leur population et d'instaurer une démocratie. Mais il est vrai, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et je le répète, c'est qu'aujourd'hui, les pays justement où il y a cette égalité entre les hommes et les femmes, eux-mêmes sont en train d'œuvrer pour que cette égalité ne puisse pas, et cette émancipation ne puisse pas s'appliquer dans les pays musulmans. Quand je vois par exemple le recul qu'a pris l'Algérie depuis l'indépendance, il est effarant. Quand je vois les Algériennes après l'indépendance et ce qu'est devenue la femme algérienne aujourd'hui au XXIe siècle, c'est déplorable. Il y a des conventions internationales qui œuvrent justement à l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes, et il faudrait que ces instances internationales, plutôt que de voir leurs intérêts et leurs intérêts vraiment, comment dirais-je, au niveau économique, doivent imposer, que ces conventions soient appliquées justement dans ce pays. Mais s'il n'y a pas justement cette solidarité, disons, vis-à-vis de ces pays où les femmes sont discriminées, je ne vous cache pas, je suis un petit peu pessimiste, je ne sais pas comment on peut y arriver. Mais je reste aussi optimiste parce que je me dis, il est impossible que, en Algérie où on disait il y avait le parti de la mort et le parti de la vie, il est impossible que le parti de la vie puisse échouer. Je crois à la vie, je suis persuadée que ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Et je crains que, tel que les choses se dessinent aujourd'hui en Occident, que ce changement viendra du pays de la rive sud. Pas Longueuil, hein, la sud de la Méditerranée. Oui, monsieur. Votre nom? Bonsoir. C'est Kaïs Ferjadi. Je suis encore algérien. Vous êtes kabyle, monsieur? Non, je ne suis pas kabyle. Je suis arabe. C'est pas pour dire que, contrairement à monsieur, je suis de culture arabe. Je suis bien berbère de culture arabe. Donc la dénomination de pays arabe ne m'étonne pas du tout. Maintenant, pour moi, je veux parler du voile. Première chose, c'est que je remarque qu'il n'y a pas de voile dans la salle. Je regrette qu'il n'y ait pas de voile, mais
En même temps, ça ne m'étonne pas, parce que je sais qu'elles sont rarement dans les débats. Bon. Non, elles viennent quand on viennent, parle de oui. féminisme islamique. Mais j'ai déjà assisté à des débats, même en Algérie, des débats sur l'islamisme, où nous sommes très concernés, il n'y avait aucune femme voilée. Bon, ça c'est une parenthèse. Madame Lespet, c'est ça, maintenant. Vous avez bien parlé du voile pendant les années terribles algériennes, où il était un outil de persécution envers les femmes, parce qu'il exigeait le voile ou la mort. Ça, on l'a vécu. Maintenant, ce qui me rage un peu ici, au Québec, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de hijabistes, et pour elles, c'est une liberté. Elles se proclament comme étant, c'est un objet, c'est leur liberté de porter le voile. Donc, quel est votre avis sur cette question? C'est ma question. C'est tout ce que... Merci. Madame Famille va vous répondre d'abord, puis après ça va être... En fait, le phénomène de la récupération, avant de devenir écologique, il était tout à fait politique. Alors, il y a eu déjà, au début du siècle, ou le siècle dernier également, il y a eu des féministes chrétiennes dont l'objectif, finalement, était de projeter ou bien de proposer un autre modèle de féminisme qui corresponde aux vœux du clergé catholique. Et ça faisait partie du décor, voyez-vous. Et aujourd'hui, il y a les féministes islamiques. Alors, bon, c'est une façon, c'est cette récupération qui fait la force de ces mouvements conservateurs, c'est d'utiliser les mêmes concepts, mais en les adaptant à leurs besoins, en déformant l'objectif, etc. Il y a eu des féministes chrétiennes, il y a eu des femmes qui étaient contre le vote des femmes au début du siècle, et ça fait partie de l'aliénation. Aujourd'hui, c'est à ça qu'on assiste. En fait, j'ai du mal à voir en le voile une émancipation ou une libération. D'abord, elle se libère de quoi quand elle se voile? Je ne comprends pas de quoi elle se libère. Mais on sait que d'un côté, elles se disent féministes islamiques. Elles ont même mis en place le féminisme islamique. Et elles disent aussi lutter contre le patriarcat. Alors qu'on sait que le voile, bien avant qu'on l'impute à la religion alors qu'il n'est pas du tout inscrit dans le Coran, c'est un voile qui a été imposé aux femmes par le patriarcat. Donc je ne comprends pas comment on peut en même temps se dire une femme libre et en même temps s'imposer à soi ce que le patriarcat leur impose. Écoutez, moi, il faudrait peut-être qu'il y ait un psychanalyste ou un psychiatre qui puisse expliquer la chose. Moi, il m'est difficile. Je ne vois pas en quoi il peut libérer et en quoi c'est une libération. Mais elles ont cette facilité à moduler leur discours et à s'adapter au discours ambiant. Elles ont toujours dit que le voile est une imposition religieuse. Lorsqu'on leur a prouvé que le voile n'existe pas dans le Coran, c'est devenu leur éthique vestimentaire. Voilà, c'est devenu l'éthique vestimentaire. Après l'éthique vestimentaire, c'est devenu un choix. Maintenant, effectivement, peut-être qu'on leur explique effectivement que c'est une aliénation du patriarcat. Elles vont peut-être trouver d'autres adjectifs. Mais bon, je fais tout ce que je peux vous dire. Je pense que ça aurait été bien d'avoir une femme ici voilée pour qu'elle explique comment le voile peut-il la libérer, alors qu'il leur a été imposé, comme quelqu'un l'a dit dans la salle. C'est parce que les hommes avaient un certain regard sur elle, et pour se couvrir, c'est que ce regard est agressif. Et je ne pense pas que ce soit une façon de lutter contre une agression. Je pense qu'il y a, je reviens toujours à l'éducation. Et c'est pour ça que je dis, si ces systèmes ont aujourd'hui la même mise au niveau des sociétés berbéro-arabo-musulmanes, c'est parce que quand ils réussissent à s'imposer au niveau politique,
ils prennent d'abord et avant tout le ministère de l'Éducation, c'est-à-dire l'éducation des jeunes. Voilà. Et aujourd'hui, quand on voit effectivement ce qui se passe dans nos écoles, quand on voit ce qui se passe dans les CPE, effectivement, il y a de quoi s'inquiéter. Et c'est pour cela que je me dis, si on veut construire une génération de jeunes qui pourront partager beaucoup de choses ensemble et partager justement toutes ces lois égalitaires et ces valeurs universelles, il ne faut pas leur laisser l'éducation entre leurs mains. Oui, je ne peux pas quitter mon matériel. Voici. Je voudrais juste souligner que finalement cet argumentaire du voile comme liberté, évidemment, c'est que le voile protège la femme. Est-ce que vous l'entendez? Le voile protège la femme du regard sexiste que porte sur elle l'homme. Et donc, en cela, il est politiquement correct. Il est une libération, justement, des stéréotypes sexuels qu'impose la mode, donc le capitalisme, etc. Vous savez, il y aurait un positionnement assez adroit qui ferait du voile, finalement. On pourrait même obtenir un effet de mode. Qu'en pensez-vous? D'autres questions, puis on pourra répondre. Oui? Je suis un peu sur la même Votre sujet. nom? Monique Normand. J'ai vu des écrits où il était question beaucoup d'opposer le voile voilé à l'hypersexualisation. Moi, j'ai 2 garçons qui sont allés dans les mêmes écoles. Et ceux que j'ai trouvés qui étaient victimes de harcèlement secondaire, c'est pas ma fille. En secondaire 1, secondaire 2, les petits gars, ils ont besoin de se tasser. Quand j'ai des filles, c'est les filles qui ont les pulsions sexuelles les premières. Il y a quelque chose dans l'humanité qui fait qu'on doit apprendre à composer avec nos pulsions et à s'adapter à l'autre, à l'approcher correctement et tout ça. Pas tous les gars qui attaquent les filles. D'ailleurs, les femmes d'un certain âge se plaignent que les hommes n'attaquent pas beaucoup. Alors, moi, je trouve que ça, c'est aussi un regard, quelque chose de très, très sexiste, mais même anti-homme. Puis moi, ça m'inquiète un peu. Je pense qu'il y a 100 000 musulmans au Québec, quelque chose comme ça. Donc, on pourrait penser au moins 50 000 hommes. Si ces 50 000 hommes-là se promènent et nous regardent toutes avec une concupiscence incontrôlable, nous sommes en danger. Et c'est vraiment, comme ils disent dans la source, c'est eux qui devraient voiler leur regard. Démonstration par l'absurde. OK. Pierre, peux-tu reposer ta question, s'il te plaît? Oui, je disais que finalement, puisque les islamiques ont l'art d'utiliser les vocabulaires des sociétés d'accueil, ben, ils pourraient très bien se positionner en disant que le voile, finalement, ce voile protège la femme du regard concupiscent que porte sur elle, justement, le mâle en chaleur. Et donc, en cela, il est féministe, voyez-vous. Il est même politiquement correct, parce que finalement, c'est l'antidote au look pute. Le look pute qui est prôné par le capitalisme, bien sûr. Et bien, là, on pourrait reprendre l'argumentaire de la Pravda qui s'étranglait de rage devant le bikini, symbole privilégié, n'est-ce pas, de la décadence occidentale. C'est-à-dire, on peut retourner ces arguments-là d'un côté et de l'autre. Alors, mais tout de même, ce positionnement-là, qu'en pensez-vous, là? Le positionnement entre le positionnement sexualisation d'un côté, puis... Le positionnement du voile comme étant l'antidote au look pute. Vous savez, finalement, il est féministe parce qu'il protège la femme du regard concupiscent du mâle en chaleur. Voilà. OK. Bien, c'est beaucoup d'explications un peu grosses, là, grossières, mais qu'on entend souvent. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Parce que j'ai l'impression que la réponse est dans la question. Oui, je pense que si les hommes vraiment voulaient absolument épargner les femmes, ils ont juste à regarder ailleurs. C'est pas plus difficile. Pourquoi c'est à la femme de couvrir ses cheveux et pas aux hommes de ne pas regarder les cheveux des femmes si vraiment... Pourquoi c'est à elle à assumer en quelque sorte
le paravent qu'elles doivent mettre entre elles et les hommes. C'est toujours les femmes qui doivent payer quelque part. En fait, ça revient à la victime qui devient l'accusé, c'est ça. Voilà. Donc, voilà, c'est l'homme qui persécute et c'est la femme qui devient la victime. C'est difficile de... Ah, voilà, ouais. Oui, est-ce que vous êtes, madame? Oui, Votre nom? c'est Rachida Aïtar. Alors, moi, je ne me fais pas tellement d'illusions dans... Oui, proche, voilà, c'est mieux? Oui. Alors, dans les pays musulmans, j'ai quand même de l'espoir, il faut toujours garder espoir, cependant, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Parce que les régimes politiques là-bas se reflètent dans la population. Il n'y a pas de démocratie parce que tout simplement les gouverneurs, les gouvernants en place, ça ne les intéresse pas. Ce sont, citez-moi un seul gouvernement, un seul État qui pense, qui se préoccupe du bien-être de la population, du peuple, plus que ses intérêts personnels. Et ce sont tous, je vous dis tous, les valets de l'Occident. C'est les intérêts qui comptent avant tout. Alors, avant de parler des droits des femmes ou de l'émancipation des femmes dans ces pays-là, ce serait intéressant de parler de l'émancipation des hommes. Parce que les hommes eux-mêmes ne sont pas libres, ne sont pas émancipés. Parce que pour moi, un homme libre ne peut pas considérer la femme comme étant inférieure. Ça, ce n'est juste pas possible. Maintenant, ce qui m'attriste, c'est là, comme a dit Madame Lesbeth, parce que ce n'est pas un hasard, je viens d'Algérie aussi, c'est pas de ma faute. Voilà. Et puis, c'est ça. Alors, je me suis posé la question, justement, pendant ces derniers temps, je me suis dit, comment se fait-il que je me sens interpellée avec tout ce qui se passe, je ne suis pas tranquille, j'ai mené mon combat là-bas, ça suffit, je suis venue pour relaxer, me reposer dans le pays des droits, et le pays des femmes libres, je vais me tromper. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je disais, c'est là que je m'inquiète. On a peur de la laïcité, on brandit plein de slogans, on a peur du racisme, de la xénophobie, à qui fait peur la laïcité? Je voudrais bien qu'on me réponde. Et pourquoi a-t-on si peur de ce principe qui, pourtant, est un, comme a dit Madame Fahmy tout à l'heure, certes la laïcité n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. On doit commencer quelque part. Et c'est un courage d'avoir mis ce débat, de l'avoir soumis publiquement, c'est un grand courage. Parce qu'en général, les politiciens ici ne mettent pas leurs culottes. Il ne faut surtout pas titiller les tendances, titiller les convictions religieuses et politiques, alors que justement, il faut les secouer, il faut les provoquer pour qu'on sache ce que les gens ont dans leurs entrailles, pour pouvoir aller plus loin et sur des bases fondatrices, rassembleuses et ainsi de suite. Qu'on dise que la laïcité est contre la religion, qu'on me le démontre. Que la laïcité vienne m'empêcher d'être musulmane, de pratiquer ma religion, qu'on me le démontre. Mais qu'on cesse de manipuler, d'instrumentaliser les religions. Et qu'à chaque fois qu'on touche aux privilèges, parce qu'il s'agit de privilèges, il ne faut pas se leurrer, il s'agit de privilèges, et donc c'est la peur de la perte de privilèges dont il s'agit. Parce que sinon, qui a peur? Ça va faire du mal à qui? Et ça va porter préjudice à qui? Si ce n'est le contraire. Moi, quand je vois des petites filles, je suis enseignante, des petites filles venant du primaire déjà voilées, je me pose la question, qu'une femme adulte me dise « c'est mon choix », soit. Je ne ferai pas de commentaire sur ce choix, mais soit. Mais qu'on ne me dise pas qu'une fille de 6 ans, 7 ans a fait le choix de couvrir son petit corps d'enfant, de se couvrir les cheveux et empêcher le soleil d'inonder ses cheveux. Et il est où le mal dans le corps de la femme? C'est parce que, comme l'a si bien dit Madame Lesbeth, ça a toujours été une monnaie d'échange et aussi un champ de bataille. Et moi, je suis épuisée
par ça? Quand est-ce que mon corps va m'appartenir? Ça a été aussi soulevé le fait que, ah non, je le couvre pour ne pas provoquer l'homme. C'est son problème, c'est l'homme qui a un problème, pas moi. J'ai des cheveux comme lui, j'ai un corps comme lui. Je veux dire, pourquoi transposer le problème chez la femme? Et là, on ne veut pas en parler. Moi, ça m'attriste de voir des petites filles. Et tout simplement, le but, c'est justement de leur dire, faites attention, vous êtes différentes. Faites attention, nous ne sommes pas comme les autres. On le voit, je suis dans un lycée secondaire et je vois les petites filles voilées qui se tiennent entre elles parce qu'il n'y a pas de défi. Le défi, c'est d'aller vers l'autre. C'est d'échanger, c'est de comparer, c'est de voir ce qu'on a en commun, c'est de partager. Mais c'est plus facile. Moi, j'ai mon voile, toi, tu as ton voile, on va se parler entre nous. Il n'y a pas de défi, il n'y a aucun problème, on se comprend. Mais au moins ici, on a fui, comme l'a si bien dit Madame Leila Lespet, on a apparemment le même parcours, mais de grâce, laissez-nous vivre. Occupez-vous de choses importantes, de choses essentielles qui fassent avancer la société québécoise, hommes et femmes. Dès qu'on parle d'égalité, ça fait peur. En fait, c'est ce principe d'égalité qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Parce que ceux qui sont contre la laïcité ont peur de l'égalité parce qu'ils n'y croient pas. Ma question est, quand est-ce que l'Occident arrête de faire l'hypocrite et de se cacher les yeux et de faire semblant de ne pas entendre, de se voiler, exactement, de se voiler, de faire semblant de ne pas voir. Cela ne veut pas dire que la femme en Occident, je vois aussi les petites jeunes filles, dès qu'elles arrivent à 13 ans, à 14 ans, on commence à se dénuder. Et je n'apprends rien à personne en disant que pour vendre un petit pot de yaourt, on voit le corps de la femme shaker et tout ça, devant une voiture, devant du lait, devant du pain, devant... Ça aussi, autant je suis contre la voiler entièrement parce que c'est dangereux, parce que autant je suis contre la dénuder, parce que c'est aussi de la manipulation, même si le religieux n'est pas là, mais c'est aussi de la manipulation. Merci. Je vais laisser le mot de la fin. Oh. Il va falloir que, parce qu'il va falloir quitter la salle, alors il faut vraiment que ça, pas de discours, une question courte, puis ils vont répondre à l'ensemble, OK? Pas de discours, s'il vous plaît, parce qu'il faut laisser la salle. Ça va être très court. Écoute, je me demande ce que vous pensez de l'argument des anti-chartes des valeurs québécoises quand on dit que si on applique cette loi-là, les femmes, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de femmes qui sont obligées d'abandonner leur emploi parce que forcées de se dévoiler. Que pensez-vous de cet argument? Et votre question? Je voudrais dire que j'étais assise là depuis bien avant. OK, parce que vous n'êtes pas présenté au micro, moi je ne peux pas savoir si vous êtes assise pour une question. Mon nom c'est Nora Rubichaud. J'aimerais juste... Votre nom, madame? Nora Rubichaud. J'aimerais juste rappeler qu'au Québec, il y a un très large consensus en faveur de la laïcité. Ça, je pense qu'il faut quand même prendre acte de. Voilà. Alors ça, c'est le départ. Beaucoup de gens sont favorables à la laïcité, à la neutralité de l'État, à l'égalité homme-femme. À la poursuite du processus de laïcisation aussi amorcé à la Révolution tranquille. Je pense qu'il y a un large consensus sur cette nécessité-là. La question, et moi, mon malaise, il est ailleurs. Je suis d'accord avec ça, mais mon malaise, il est ailleurs. Il est face au comment. Comment on s'y prend pour faire ça? Et ce que je déplore particulièrement, c'est que tout le focus soit mis sur le voile ou le foulard. À mes yeux, ça me semble réducteur. Ma question est la suivante. Si on veut promouvoir et défendre la laïcité, ne serait-il pas plus porteur, dans le fond, d'exiger des interventions plus structurantes, à mon sens, tout au moins, tel l'arrêt, mettre fin au financement des écoles confessionnelles, parce que là, on a un impact important. D'autre part, si on
on veut défendre l'égalité entre femmes, en particulier pour les minorités ethno-culturelles, est-ce qu'on ne devrait pas se pousser les manches et ensemble revendiquer, par exemple, la reconnaissance des diplômes, l'accès à des emplois bien rémunérés, l'autonomie financière, qui ont été, dans le fond, les moyens par lesquels nous, les Québécoises et autres, on a eu accès à l'égalité. Donc, c'est ma question. Alors, vous parlez plus de l'aspect économique, entre autres. Oui, ben là, vraiment, c'est la dernière question. Elle va être très courte. Très, très courte. Oui. Bonsoir. C'est à tout. Ma question est la suivante. Oui, ma question est la suivante. Comment peut-on expliquer aujourd'hui que dans les pays occidentaux, des filles qui ont été scolarisées dans les écoles, comme on va parler du Québec, finissent leur scolarité, leur secondaire 5, l'université, en étant voilées alors que c'est le produit de nos écoles publiques? C'est ça ma question. Une parle de... Ça se passe à l'école publique, l'autre a parlé plus d'écoles religieuses privées, subventionnées, c'est ce que j'ai pu comprendre. Oui, le plus déconcertant, c'est quand ça se passe à l'école publique. Mais quand vous parlez de filles voilées, est-ce que ce sont des filles d'origine musulmane, de milieu musulman qui se voilent, ou bien des religions autres qui sortent de là voilées? Pourquoi vous parlez? Quand vous dites qu'elles sortent de l'école en se voilant, est-ce que vous parlez de jeunes filles d'origine musulmane? Oui, ben, c'est-à-dire qu'elles sont aussi soumises aux pressions familiales. Et dans les milieux orientaux, la famille, le milieu familial, c'est quelque chose de très important. Alors si elles sentent le rejet de leur famille, ça peut aussi expliquer effectivement qu'elles préfèrent se voiler que de se voir mises à l'écart ou méprisées ou d'autres choses du genre. Il y a cette dépendance-là. Mais je pense effectivement que l'école a un rôle à jouer, à commencer par demander aux professeurs de ne pas se voiler, demander aux petites filles, exiger que ni les élèves ni les professeurs arrivent voilés à l'école, parce qu'elles restent des modèles importants pour les élèves. Effectivement, bon, il y a beaucoup de choses. On parle donc de perte d'emploi, d'écoles confessionnelles, de politiciens qui, effectivement, qui ne mettent pas leur culotte, c'est un terme un petit peu à la mode. Et alors, moi je dirais, en fait, pour tout cela, il faut une volonté politique, une réelle volonté politique. Et tant qu'il n'y a pas de volonté politique, effectivement, c'est difficile de pallier à tous ces problèmes. Je dirais aussi autre chose, et qui est très inquiétant, c'est que les immigrants qui arrivent de pays musulmans, quelquefois ne sont pas islamistes, ils se radicalisent ici. Et oui, ils se radicalisent ici, et nous, lorsque des musulmans, parce que effectivement je suis de culture musulmane, lorsque nous tirons la sonnette d'alarme, nous sommes presque, ils n'osent pas nous traiter de racistes, parce qu'en fait nous parlons des jeunes, que nous appartenons à la même religion et à la même race, mais on nous traite de laïcs intégristes. Quand vous avez des politiciens et je ne sais plus quelle commission qui décide de permettre à une enfant de l'école maternelle de mettre des coquilles pour qu'elle n'écoute pas la musique occidentale, c'est très grave. Donc ce n'est pas une demande. Aujourd'hui, ce qui est grave, ce qui se passe au Québec, c'est plus grave que ce qui se passe en France. Et je ne veux même pas le comparer à nos pays, parce que je trouve que dans nos pays, il n'y a pas ce genre de contradiction vraiment monumentale qui... Alors, aujourd'hui, au Québec, on va au-devant des demandes, qui sont d'une intolérance, quelque chose d'inouï. Alors, à cet enfant, plutôt que de discuter avec le père et de dire, en fait, elle écoutera la musique partout, occidentale. Donc ces gens-là ne sont pas prêts à vivre dans la société d'accueil, ils ne sont pas prêts à vivre dans la société dans laquelle ils ont choisi de vivre. Alors, ce que j'écoute aussi, qui m'attriste, c'est qu'aujourd'hui, on condamne la société d'accueil qui refuse de les accueillir, alors que c'est eux qui s'excluent.
personne n'ose parler de cette exclusion. Et quand on parle de cette exclusion, parce qu'elle s'auto-exclut, ou il s'auto-exclut, on est traité de raciste. C'est ça qui est très grave. Je reviens aussi à l'école. Il est important, mais vraiment, je crois que c'est où cette sorte de la laïcité, je préfère l'appeler ainsi, où aujourd'hui, il y a une laïcité qui s'instaure au Québec. Si nous ratons le rendez-vous d'aujourd'hui, il sera trop tard et trop tard à jamais pour le Québec. Ça ne reviendra pas. Je suis aussi contre que les écoles confessionnelles soient subventionnées à près de 80%. Et je travaille dans les écoles de milieux défavorisés. Il nous manquons énormément de moyens. Quand je vois que je donne 80% pour créer de la ségrégation, pour créer de la discrimination et pour mettre en place la ghettoisation, je ne comprends pas, je ne comprends plus la politique occidentale aujourd'hui. Le mot de la fin à Nadia. Léla, moi j'ai la réponse à ta question. C'est l'opportunisme des partis politiques qui est en cause. Alors, ceci clôt... Pardon, juste pour l'emploi, hein, parce que c'est très important. Aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui passe, qu'ils soient politiciens, qu'ils soient membres des communautés, je n'ose pas dire musulmanes, hein, je préfère dire intégristes, parce qu'il ne faut pas non plus leur laisser absolument tout. Donc, de ces communautés, qu'il va y avoir une perte d'emploi, mais quelque chose de phénoménal, j'ai l'impression, je parle des Algériens, nous sommes 150 000, 150 000 divisé par 2, divisé même par 3, disons 50 000. Ça veut dire que les 50 000 de femmes algériennes qui sont ici sont voilées, elles travaillent et elles vont perdre leur emploi. Et de notre côté, on vous dit que c'est une communauté qui est très instruite et qui ne trouve pas de travail. Bon, sur le mot de la fin, alors on se verra prochaines activités du Festival du monde arabe. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacés en si grand nombre ce soir et je remercie Leila Lesbeth et puis Nadia Famille